grand malade. Pourquoi pleurez-vous, madame? Ainsi, j'avais passé quelques jours en médecine interne et commencé mon traitement aux corticoïdes. Mon épouse était tombée dans un circuit infernal de va-et-vient, en empruntant le transport commun, plusieurs fois par jour, entre le bureau de la mutuelle et l'hôpital, pour question de prise en charge. Le fonctionnaire de la mutuelle n'avait qu'une idée fixe en tête. Pour avoir une prise en charge, il fallait présenter une pièce justificative standard concernant la confirmation du médecin d'un calcul au niveau des reins, qui nécessitait ces séances de lithotripsie. Il ne comprenait pas ce que voulait dire une calcification des sondes double J. L'hôpital, de son côté, ne voulait rien savoir. Il exigeait une prise en charge de la mutuelle pour me faire profiter de ce genre d'opération, et chacun faisait valoir ses raisons. Épuisé et fatigué de cette démarche stérile et absurde, Aïcha finit par appeler le professeur urologue au téléphone, en dehors des heures de travail. Malgré cela, il arriva sur le champ et régla ce dilemme d'une manière décisive. Je le voyais ordonner au responsable, qui m'avait empêché de continuer ma première séance de lec, en lui disant « Signe ici », en lui présentant un papier sous les yeux et en indiquant à l'index la place de la signature. Celui-ci signa sans rechigner, puis il m'aida à me remettre sur la table de l'appareil et s'adressa aux deux techniciens présents. Un jeune homme de taille moyenne et une jeune fille brune aux cheveux crépus. Vous, jeune homme, vous pouvez disposer et laisser cette jolie fille pour m'aider. En moins d'une heure qu'il avait passé à surveiller cet acte et en lisant de temps à autre un magazine, l'opération était terminée. Par la suite, j'avais passé 2 nuits seul dans une chambre à 2, puis expulsé vers une autre chambre, avec un nouveau compagnon. Ceci parce que l'infirmière du service avait amené une fillette paysanne, malade, dans ma chambre. Le papa de la petite patiente était un costaud, à la barbe de salafiste, vraisemblablement analphabète et pauvre. Il apporta avec lui un lourd bagage, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des sacs pleins de je ne savais quoi. Il s'entendait parfaitement avec cette infirmière antipathique. J'avais compris que c'était elle qui lui avait déniché cette chambre où demeurait un vieillard, handicapé, facile à chasser. La fillette occupa la chambre toute seule, sûrement sans accord médical, mais question de corruption ou de clientélisme. D'ailleurs, aucun médecin ne voulait la consulter. Et lors de la grande visite, les professeurs et les étudiants ne s'étaient même pas arrêtés sur son cas. Ils l'avaient sauté purement et simplement. Seule l'infirmière s'occupait d'elle tout le temps, jusqu'au jour où son père vint la chercher avec ses bagages en remerciant l'infirmière qui l'avait aidé avec zèle à quitter l'hôpital. Une hospitalisation douteuse, avec beaucoup de questions, dont je n'avais aucune réponse. Cette historiette me rappelle une autre plus malheureuse encore, celle d'un malade âgé, qui avait partagé avec moi la même chambre du service cardiovasculaire pendant presque une semaine. Il avait la moitié de son corps paralysé et perdu la parole suite à un accident vasculaire cérébral. Seulement, il dépendait dans ses soins, non pas d'un médecin du service, mais d'une infirmière formatrice qui encadrait quelques jeunes infirmiers stagiaires.
Elle s'entendait très bien avec la fille du vieux paralysé, et qui venait chaque jour s'occuper des besoins biologiques élémentaires de son papa. C'était certainement un rapport de corruption ou de clientélisme qui liait les deux femmes. Lors de la grande visite, le chef du service posa la question au petit groupe de professeurs qui l'accompagnaient en disant: « À qui est ce malade ?» L'un d'eux répondit: « C'est le malade de Madame Fouli. » Et tout le monde éclata de rire. Madame Fouli était cette infirmière formatrice, et le groupe continuait sa tournée comme si le vieux malade hémiplégique n'existait pas. Chaque matin, j'assistais avec tristesse à la même scène. Quelques jeunes filles et garçons, vêtus en blouse blanche, entouraient le vieux paralysé plutôt pour s'amuser que pour s'occuper de son hygiène. Ils plaisantaient, riaient, le provoquaient, tandis que Madame Fouli était toujours assise sur une chaise devant la porte, en train de tricoter et discuter avec quelqu'un du personnel du service. Le vieux malheureux, parfois offensé dans son intimité, réagit violemment, en agitant une partie de son membre supérieur encore actif, accompagné d'un son aigre et incompréhensible, qui exprimait sa colère et sa détresse. Le vieux misérable hémiplégique resta une semaine à subir chaque matin une séance de torture humiliante avant que sa fille ne se rendait compte que certains de ses gestes volontaires, son regard, ses sons plaintifs, voulaient dire qu'il ne voulait pas rester dans cet hôpital. Il voulait retourner chez lui. « Ah oui, oui, papa, j'ai compris. Tu veux que nous allions chez nous? D'accord, d'accord, lui répondit-elle plusieurs fois de suite. Madame Fouli souriait et ordonna à ses stagiaires malhonnêtes et indignes de faire le métier d'infirmier, de participer à l'opération de sa sortie de l'hôpital. Mon nouveau compagnon de chambre au service d'urologie se nommait Sibrahim, un professeur d'éducation physique. Il venait de subir une grande opération chirurgicale, l'ablation de la vessie avec dérivation urinaire externe. Le pauvre opéré n'en finissait pas de péter bruyamment du matin au soir, et à chaque fois, il arrosa son cul sous le drap, à l'aide d'un parfum bon marché, en demandant le pardon à Allah Tout-Puissant, et pas à moi qui partagea avec lui malgré moi cette atmosphère polluée. Normalement, il aurait dû avoir une chambre individuelle pour préserver sa pudeur et sa dignité. Sibrahim avait une femme et une sœur qui se haïssaient. Sa sœur, qui portait le hijab, venait chaque matin de bonne heure s'occuper de son frère aîné, à lui enfiler une nouvelle chemise par exemple, l'aider à se laver et à prendre son petit déjeuner qu'elle préparait spécialement pour lui. À midi, c'était sa femme, aux cheveux hirsutes, coupe-garçon, aussi autoritaire que sa sœur. Elle amenait avec elle son enfant, un joli garçon de 4 ou 5 ans, haï par le père. Aucun sentiment ou geste de paternité entre le papa et son fils. Il ne lui répondait pas, ne l'embrassait pas, l'éloignait d'un geste de sa main, à chaque fois que le garçon avait été forcé par sa maman à s'approcher de lui. Plusieurs hypothèses étaient possibles pour une situation si décevante, mais je n'avais aucune envie d'approfondir des spéculations psychologiques et sociologiques inutiles. L'épouse trouva la chemise de son mari de mauvais goût, en lui posant la question: « C'est quoi cette chemise avec ce col des années 70 ?» Et au même moment,
Elle le déshabillait pour lui mettre une autre chemise de son choix. Ensuite, elle examine les restes de la nourriture et s'écria: « C'est quoi cette merde? Il ne faut pas manger ça la prochaine fois. Ce n'est pas bon pour ta santé. » Le soir, c'était encore la sœur qui arrivait et le déshabillait en répétant: « Quelle chemise! On dirait que tu es un adolescent de 15 ans. Et regardez-moi ces vieilles couvertures sales. Il faut changer ça, et tout de suite. » Elle disait cela en ouvrant le placard de la chambre dont elle avait les clés et sortir d'autres couvertures propres, parce qu'elle avait ce privilège exceptionnel. D'ailleurs, tout le personnel médical du service lui faisait la bise. On dirait une vieille connaissance. Tout le personnel ne bougeait qu'au rythme des besoins de son compagnon, de mon compagnon de chambre, Sibrahim. Ce dernier, malgré son fort caractère, il manquait de personnalité. Il n'avait pas ses propres goûts, ni ses propres décisions. C'étaient ces deux jeunes femmes qui décidaient à sa place, et d'une manière contradictoire. Il était entre le ziste et le zeste, sans aucune initiative. Je me demandais quel genre d'éducation physique va-t-il donner à ses élèves. Sûrement et principalement l'idée de se soumettre aux décisions des plus forts.